La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout part du sourcing, des rencontres et des bons produits. C'est en tout cas comme ça que Mathieu Carlin conçoit sa pâtisserie. Et tout est ensuite une histoire de sens. L'odeur de la compotée sur le feu, le doux son d'une tartelette craquante, la vue savoureuse des différentes textures et les goûts originaux qui nous transportent dans nos souvenirs. Chef pâtissier de l'Hôtel de Crillon depuis 2019, Mathieu s'amuse à imaginer des desserts différents pour chaque lieu de l'hôtel. La magie de la pâtisserie, le partage, l'émerveillement et l'émotion que suscitent les desserts. Finalement, peu importe qu'il s'agisse d'une tarte aux pommes ou d'un entremets de chef, tant que le dessert est fait avec le cœur et partagé avec celles et ceux qu'on aime. Au menu de cet épisode, l'importance du sourcing. Pourquoi utiliser des saveurs que l'on connaît tous et toutes? Comment partir d'un produit et le sublimer? Et enfin, comment faire vivre une émotion avec un dessert? Bonne écoute! Bonjour Mathieu. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi et pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, c'est la question que je pose à tous mes invités, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petit? Alors quand j'étais petit, j'ai un souvenir de mon dessert préféré qui était les œufs à la neige de ma grand-mère. Ok. Plutôt un dessert de partage en famille, dans des plats un petit peu énormes où elle faisait des grandes quantités puisqu'on était nombreux. Elle a eu beaucoup de petits-enfants, beaucoup d'enfants, donc beaucoup de petits-enfants. Et j'ai souvenir de ce plat très généreux avec cette crème anglaise vanillée et ces œufs recouverts de caramel où elle s'agitait pour faire son caramel sur le dessus, cette partie très croustillante. Et je crois que c'est un souvenir que je garde au fond de moi, autant dans les saveurs que dans la façon dont elle procédait pour le faire. Elle pochait ses blancs d'œufs dans le lait. C'était vraiment à l'ancienne, comme on peut imaginer faire une grand-mère, mais c'était très bon, ça c'est sûr. J'en garde un souvenir. Et puis, il y a aussi ces textures. On a le caramel qui est croquant, qui commence un peu à fondre sur les blancs. Il y a cette espèce de blanc très mousseux qui a cuit dans les blancs, donc dans le lait, pardon, qui est vraiment un peu voluptueux, un peu comme un nuage. Et puis cette crème anglaise très gourmande. Voilà, c'est vraiment le dessert qui m'a marqué. Et c'est ton premier souvenir aussi à la fois de création pâtissière, entre guillemets, de regarder quelqu'un faire un dessert de A à Z et, comme tu le disais, voir un peu tout le procédé. Alors, c'est vrai que mes premiers souvenirs quand j'étais enfant, c'était beaucoup ma grand-mère qui pâtissait. Des choses très simples, une cuisine très familiale, des tartes aux pommes, j'ai le souvenir aussi des beignets de fleurs de courgettes, des choses très, très, très à l'ancienne, mais classiques, mais tellement bonnes aussi. C'est des souvenirs à la fois des images, des souvenirs et des images qui sont aussi mélangées avec des saveurs, des odeurs aussi. Parce que je pense qu'on a un métier, en tout cas que ce soit la cuisine ou la pâtisserie, où les odeurs comptent beaucoup. Et le cerveau enregistre aussi, bien sûr, à la dégustation, mais à la création ou à la production, en tout cas, de desserts, on a des odeurs qui se développent et on les mémorise. Voilà. J'ai envie de dire, en pâtisserie, peut-être même presque plus, du coup, au moment de la création, dans les odeurs. La pâtisserie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'odeurs qui se dégagent, que ce soit quand on fait, comme vous dites, des compotés, des confitures, des pâtes de fruits, mais surtout dans les fours aussi. Oui, quand on cuit des biscuits, quand on cuit de la viennoiserie, quand on cuit un feuilletage, une galette des rois.
il y a beaucoup de choses qui s'en dégagent. Et un pâtissier, pour lui, les odeurs sont omniprésentes parce que quand vous ouvrez le four, c'est vous en fait qui avez ces premières odeurs. Donc quand on ouvre le four, l'odeur s'en échappe et puis on a tout de suite, alors on a le visuel bien sûr, mais l'odeur nous indique certaines choses. Elle peut nous indiquer si c'est bien cuit, pas assez cuit, si ça va être bon aussi, parce que généralement une odeur, on se dit, voilà, il va y avoir la gourmandise si on sent quelque chose de gourmand déjà. C'est quoi justement toi l'odeur qui provoque vraiment la gourmandise à chaque fois à coup sûr? Tu vois l'odeur où... Là, si justement en disant le mot gourmandise, quelle odeur te vient directement en mémoire? Alors, moi je suis amoureux des fruits, donc c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est compoté et confiture. Et ma grand-mère faisait aussi des confitures. Voilà, je sais que j'allais ramasser des myrtilles avec ma grand-mère et du coup elle faisait de la confiture de myrtilles. Elle faisait une merveilleuse confiture de framboises avec des framboises du jardin. Donc c'est vrai que ces odeurs de fruits noirs ou de fruits rouges qui compotent tout doucement avec ce sucre, on a quelque chose quand même qui est assez divin et qui laisse apprécier ce que va être le produit à la fin, c'est-à-dire toutes ces saveurs de fruits ou même cette confiture qu'on va tartiner sur du pain avec du beurre. Voilà, ça pour moi c'est vraiment des odeurs qui sont ancrées en moi. Je dirais aussi peut-être juste une tarte aux pommes qui cuit au four, tout simplement. On a aussi quelque chose qui se dégage et quand on ouvre le four, on a l'odeur de la pâte, des pommes, peut-être de la cannelle. Voilà, on a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce qui, à l'origine, toi, t'a plu dans la pâtisserie et t'a donné envie de faire ce métier? Alors moi, j'ai commencé par la cuisine. Et c'est vrai qu'au départ, je voulais, au plus profond de moi-même, quand j'étais plus jeune, je voulais être cuisinier. Et c'est toujours ce que je disais, même à l'âge de 6 ans. D'ailleurs, je me souviens, ma mère, le mercredi, mes copains allaient à des activités, et moi, j'allais à des cours de cuisine. Ah ouais. Donc, j'avais des cours de cuisine et on cuisinait le matin et on mangeait ce qu'on avait fait le matin. Bien. Donc j'ai des souvenirs aussi de ça. Et j'ai toujours voulu cuisiner. Alors la pâtisserie, c'est venu un peu après, même si j'en faisais à la maison, un petit peu. Mais je pense que ça s'est développé à l'école hôtelière. J'étais vraiment amoureux de ce que je faisais en pâtisserie et j'adorais manipuler toutes ces matières premières et ces produits sucré. J'avais une attirance particulière pour le sucré, donc c'est peut-être venu de là. De la rigueur aussi peut-être. J'aime bien la rigueur qu'il y a en pâtisserie. On pense aujourd'hui que quand on a la recette en pâtisserie, on sait tout faire, mais c'est pas vraiment vrai. Puisque la preuve en est que moi j'ai des apprentis et quand ils sont à l'école, ou même quand on est à l'école et qu'on a une classe de pâtisserie, on donne la même recette à tout le monde. On leur dit, voilà, aujourd'hui, vous allez faire un Paris-Brest. Eh bien, sur 20 élèves, il y a 20 personnes qui font un Paris-Brest différent avec la même recette. Donc, la recette fait pas tout. Mais j'aime cette rigueur en pâtisserie où tout est pesé. Toutes les cuissons sont vraiment avec une température précise, un temps de cuisson. Quand on fait et je le retrouve aussi dans ma pâtisserie parce que nous quand on fait des infusions, quand on fait des choses très précises, et bien sur les fiches techniques ou sur les recettes, j'aime être précis et si on veut arriver à reproduire le même résultat plusieurs fois, arriver à faire de l'excellence, en tout cas le meilleur gâteau possible ou le meilleur dessert possible, il faut être précis. Parce que même d'une année à l'autre, parfois il y a des choses on ne se souvient plus, ou quand on refait la pâtisserie. Donc c'est cette précision que j'aime aussi dans la pâtisserie. C'est quoi pour toi le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? C'est pas une question facile, parce que je pense que tous les dimanches midi ne se ressemblent pas. Il y a peut-être des dimanches où on s'est levé tard et on n'a pas eu le temps de faire un dessert, mais moi je pense que le dimanche on a envie de simplicité, en tout cas pour ce qui me concerne. Je pense à un riz au lait, une tarte aux pommes, même un flan, quelque chose de très simple, ou même des œufs à la neige. Les œufs à la neige, c'est pas si compliqué que ça à faire, et puis ça prend pas non plus un temps infini. C'est des choses qu'on aime à partager le dimanche, je pense. Et alors, est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque justement ton arrivée à l'Hôtel du Crayon? Une saveur... Alors il y en a beaucoup parce qu'on travaille beaucoup de produits. Mon arrivée à l'hôtel, c'était il y a 4 ans.
J'ai eu beaucoup de responsabilités tout de suite parce que je suis en charge de tout le sucré de l'hôtel. Donc il y a beaucoup de points de vente, il y a beaucoup de restaurants, il y a tout ce qu'on fait dans les chambres. Moi, j'ai une attirance particulière pour les acides et les agrumes en général. Donc, si je devais donner une saveur, c'est plus ça, parce que depuis que je suis ici, je travaille beaucoup les agrumes aussi. Donc, ce serait plutôt l'acidité. Et j'aime marier l'acidité avec les desserts. Pourquoi ? Parce que ça contrebalance avec le sucre. Oui. Et on arrive à avoir un équilibre entre les acides et le sucre. Et je pense qu'aujourd'hui, ces saveurs acides, elles permettent de donner aux gens des émotions. Quand on mange une tarte au citron, on a quelque chose qui se passe. On a, lors de la dégustation, il y a des émotions qui viennent parce que ce côté acide vient vous titiller un petit peu les papilles, vient vous un petit peu, parfois moi j'aime bien mettre dans mes desserts des petites touches comme ça qui vont venir, soit des petites touches d'acidulé, soit des petites touches aussi d'amertume. Ça peut être de l'amertume aussi, parce que l'amertume, les gens pensent que l'amertume c'est quelque chose un peu qu'on n'aime pas ou qui est en tout cas rebute, mais c'est pas vrai pour tout. Il y a plein de choses qui sont amères et qu'on adore. Le pamplemousse, par exemple, c'est un agrume où on retrouve de l'acidité et de l'amertume. Et pourtant, moi, j'adore le pamplemousse. Et je trouve que quand on utilise ou quand on se sert d'un pamplemousse, on doit retrouver ce côté aussi amer. C'est important. Donc, je dirais l'acide, plutôt les agrumes qui seraient synonymes de mon arrivée à l'hôtel de Crillon. Pour continuer un petit peu, avant d'échanger vraiment sur plutôt toi, ton aspect créatif, c'était quoi les saveurs de ta toute première création ? Est-ce que tu t'en souviens ? Alors, quand j'étais plus jeune, je vais parler d'une création que je faisais quand j'étais plus jeune et mes prémices en quelque sorte à la maison de la pâtisserie. J'aimais beaucoup faire quelque chose de très simple, c'est un gâteau roulé. Donc je préparais mon gâteau au four avec cette pâte finement étalée sur une feuille de papier cuisson. Et j'adorais justement faire une préparation soit à base de framboises ou de fraises et venir étaler cette préparation un peu comme une compotée pour venir faire mon gâteau roulé. Et moi j'ai ces souvenirs là de ce gâteau qui se bonifie avec le temps, parce qu'en fait la confiture s'imprégnait dans le biscuit et il était toujours meilleur quelques heures après l'avoir fait ou même le lendemain. Et c'est un gâteau qui est tout simple, mais un gâteau roulé c'est tellement bon. Oui, un bon gâteau roulé c'est... Et du coup, pour voir un peu le parallèle, les saveurs de ta dernière création. Alors, de ma dernière création en date, je pense qu'à l'hôtel, là, on sort de la période hivernale. On était sur la période des agrumes, justement. Et on a beaucoup utilisé la clémentine. J'ai eu la chance d'avoir un petit producteur corse qui m'envoyait des clémentines en direct. Donc, il cueillait les clémentines sur l'arbre, il me les envoyait en chronofresh et je les avais entre 24 et 48 heures après. Donc, on avait un produit exceptionnel. Et franchement, avec mon équipe, on s'est beaucoup amusé à retrouver ce produit dans plusieurs créations. On l'a marié avec du thé, on l'a marié avec des épices. Donc on a fait plein de choses. On a fait un craquant à la clémentine pour le jardin d'hiver. On a également fait un petit gâteau avec du yuzu et de la clémentine pour Butterfly Pâtisserie qui est notre boutique. Donc on a beaucoup utilisé la clémentine et je trouve que c'est un produit qui se marie bien aussi avec les fêtes, avec les épices, qui va bien avec le pain d'épices. On a même fait un cake à la clémentine. Donc voilà, on s'est beaucoup amusé avec la clémentine cette année. C'est vrai que j'ai vu, je pense que tu as mis une petite vidéo compile de plusieurs créations sur Instagram, non ? Oui. Avec la clémentine, et j'ai trouvé ça super. Je me suis dit, waouh, incroyable. Oui, parce que en fait, tout ce processus de création où on part d'une sélection de produits, en fait, on source notre produit. Et ça fait intégralement partie de notre métier. C'est peut-être un côté du métier qu'on connaît très peu aujourd'hui et depuis, je pense, des années. Alors, les cuisiniers l'ont fait bien avant les pâtissiers. Je pense que peut-être un des précurseurs en la matière, c'est Pierre Ramé, bien sûr, qui est un des meilleurs pâtissiers au monde et qui s'est attaché à la qualité des produits en allant chercher le meilleur, la meilleure vanille, pour faire une création ou le meilleur fruit pour faire sa création. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant que pâtissier, moi, j'ai aussi ce devoir d'aller chercher le meilleur produit au meilleur moment de la saison, qui n'est pas toujours la même suivant les années,
la meilleure fraise au meilleur moment, et ça peut jouer parfois à 2 semaines d'intervalle suivant les années, parce que les saisons se ressemblent pas, suivant l'ensoleillement, etc. Et de sublimer ce fruit, en fait. Donc ça, c'est une partie de notre métier que les gens connaissent mal, peut-être, mais c'est aussi ce qui engendre mon processus de création. Souvent, je découvre des produits, et c'est ce qui fait marcher mon imagination, et c'est la base, en fait, de ma création. C'est-à-dire, je suis parti de quoi ? À la base, je suis parti du produit. Oui, c'est ça, là, la clémentine. Et du coup, après, toi, ça t'inspire de le décliner aussi sous différents aspects. Et de le sublimer en le mariant avec différentes choses. Ça peut être du thé pour la clémentine, ça peut être avec une épice ou un poivre. Voilà, donc ça, c'est très, très intéressant pour moi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on doit faire mieux que ce que nous a donné la nature. C'est-à-dire que la clémentine sur l'arbre, elle est excellente, d'accord ? Mais si je fais un dessert, il faut qu'il y ait un intérêt. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit encore plus transporté que par le fruit lui-même. Ouais. Comment ça se passe, toi, tout ce travail de sourcing ? Je sais pas, tu vois, pour donner un petit peu un ordre d'idée, dans une semaine, un mois, j'en ai aucune idée, combien de temps est-ce que tu passes sur vraiment du sourcing, et comment tu fais ? Comment tu vas chercher des bons produits ? Le sourcing, c'est parfois du hasard. On rencontre des gens. Aujourd'hui, c'est vrai que les chefs sortent plus de leur laboratoire de pâtisserie ou de leur cuisine, en tout cas, pour aller découvrir des producteurs, pour aller découvrir des produits sur des salons ou dans des rassemblements, ou même entre nous, parfois entre chefs, on en parle. Mais c'est important. Moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui travaille avec moi pour les épices depuis des années, qui a une petite société d'épices, et qui est d'ailleurs un ancien cuisinier qui s'est spécialisé dans le sourcing d'épices. Ouais. Mais je sais que quand il part un mois, il me dit je reviens d'Inde, je suis passé un mois là-bas pour aller trouver des produits rares, des herbes, des épices, des baies, des poivres. Il ouvre sa mallette devant moi, il me dit voilà, je t'ai ramené ça, et en fait là mon cerveau il part, quoi. C'est-à-dire que je me dis tiens, avec ça je pourrais associer tel produit, ça je pourrais le mettre avec une framboise, ça pourrait aller avec de la poire, ça doit être super avec du chocolat. Donc c'est comme ça aussi que ça fonctionne, et c'est vraiment comme ça aussi que moi j'imagine après mes créations. Alors là on part d'accord de saveur, de mariage de saveur, de goût. On part pas pour l'instant de texture, et le premier travail c'est ça, c'est-à-dire est-ce que ça va se marier avec une poire ? Est-ce que un poivre, par exemple, que j'ai un poivre, alors quand on dit poivre, ça peut être aussi un poivre, une baie, quelque chose qui n'est pas forcément fort, mais est-ce que ça va se marier avec de la poire ? Eh bien, ou une épice. Je sais que j'ai travaillé la feuille de cannelier, qui est la feuille de l'arbre, en fait, sur lequel on récolte normalement la cannelle, qui est le bois, en fait, qui est l'écorce. Et là, moi, j'ai pris les feuilles. Eh bien, ce produit-là, bien sûr qu'on l'a travaillé dans notre tarte tatin, mais qu'est-ce que ça m'a amené ? Facile, le mélange pomme-cannelle. Mais en fait, la cannelle, souvent, elle a tendance à prendre le dessus sur la pomme, et on ne sent plus la pomme. Là, sur la feuille de cannelier, on est sur quelque chose qui est un peu plus végétal, qui est moins fort que la cannelle, moins puissant, moins boisé, en fait. Et du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, où on sent la pomme. Et c'est tout ce travail-là qui m'intéresse, et qui, en fait, au départ, me donne des ailes, et qui fait marcher mon imagination. Et parfois, je prends par exemple une fraise, je me dis tiens, j'aimerais bien la marier avec le poivre de Timut, je prends du poivre, j'en mets un petit peu sur ma fraise, je goûte, et je me dis est-ce que déjà les deux produits matchent ensemble ? Est-ce que j'ai des émotions à la dégustation ? Est-ce que c'est intéressant ? Oui, c'est intéressant. Tiens, comment je vais essayer de retransmettre ça dans un dessert ou dans une pâtisserie ? Et tout mon travail, en fait, part de là. Alors après, bien sûr, avec l'expérience, on sait qu'il y a des choses qui matchent. Il y a des choses qui sont faciles. On ne va pas toujours vers la facilité. Mais je fais attention aussi de ne pas aller vers des choses trop compliquées, surtout quand on fait des créations comme une bûche de Noël, une galette des rois. C'est des produits de partage, c'est des produits qui doivent plaire à tout le monde. Quand on fait une galette pour 8 à 10 personnes, cette année on a fait une galette avec la noisette du Piémont et du citron. On peut pas faire une galette avec des goûts trop sophistiqués ou trop tarabiscotés, parce que on va perdre les gens sur une table familiale ou avec des amis, sur une table de partage. Quand on partage cette galette, s'il y a 2-3 personnes qui n'apprécient pas, on est déçu.
on a acheté un produit, en fait, on a déçu des personnes parce que généralement, la pâtisserie, c'est pour faire plaisir. Ouais. Et s'il n'y a pas de plaisir, on est un petit peu déçu de ne pas avoir fait plaisir. Donc, je m'attache aussi à faire des choses pas trop complexes. Alors, parfois, ça dépend. Hein, dans des desserts à l'assiette pour le restaurant gastronomique, on peut aller vers plus de complexité. Mais j'aime que les gens sachent et reconnaissent ce qu'ils mangent. Et ça, pour moi, c'est très important parce que je pense que le plaisir, plus on reconnaît ce qu'on mange, plus on identifie en tout cas, et plus on a de plaisir. Alors attention, on peut apporter de l'originalité avec quelque chose qu'on ne connaît pas. On peut amener une herbe ou une épice ou un petit produit qui va twister le produit de base. Mais généralement, dans mon processus de création, je choisis un produit, par exemple la pomme, et puis je vais l'accompagner avec quelque chose pour essayer de le sublimer, mais pas de le cacher. Donc, ma création, mon processus de création part d'un produit, souvent de saison, et après je vais venir le sublimer avec un petit produit qui, original ou pas en tout cas, mais que les gens vont comprendre. Oui, c'est ça. Et c'est du coup plutôt dans le deuxième produit, celui qui permet de faire l'alliance, qu'on peut laisser plus de place à l'originalité. On peut laisser plus de place à l'originalité, mais ça dépend du produit final, où est-ce qu'il va être vendu. À l'hôtel de Crillon, on a plusieurs univers. On a 3 restaurants, on a les chambres, on a Butterfly Pâtisserie qui est notre boutique de pâtisserie. On fait aussi des choses pour le spa, on fait des choses pour la salle de sport, on fait des choses pour le bar. Voilà. Et j'adapte aussi ma pâtisserie et tout ce que je fais dans chaque lieu est différent. Ce que vous retrouvez à la boutique pâtisserie, vous ne le retrouvez pas au Tea Time, au jardin d'hiver et vous ne le retrouvez pas non plus en chambre. Voilà. Alors ça justement, comment ça se passe ? Quand tu as une idée, est-ce que c'est plutôt... Si on reprend l'exemple de la pomme, tu pars de la pomme et tu dis il faut que je fasse un dessert pour ce restaurant-là, et du coup je vais orienter mon dessert comme ça, ou c'est plutôt tu as une idée de tiens la pomme, je vais la marier par exemple avec la feuille de cannelier, et ça, finalement le dessert que j'imagine, il va plutôt aller dans cet univers-là. Alors ça dépend vraiment. Parfois, quand je fais les cartes, je travaille pour... un espace donné ou un restaurant donné. Donc ça, oui, forcément. Oui. Mais il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est... Alors moi, je ne sais pas comment ceux qui créent ou les artistes parfois créent des tableaux. Moi, c'est assez énigmatique pour moi comment on arrive à... Moi, mon processus de création, il est simple. C'est que si je me force à créer, je ne trouve pas. Et mon idée, ma création ou le mariage des saveurs, il vient souvent quand j'y pense pas. Et si je me force à trouver des idées, j'y arrive pas. Alors, c'est un peu comme un écrivain qui a le syndrome de la page blanche. Ouais. Je pense que s'il se concentre trop sur son livre, il va pas y arriver. Moi, c'est complètement pareil. Si je m'efforce ou si je me force à trouver l'idée, je vais pas la trouver. Et souvent, je pars du produit et puis je me dis, tiens, ça irait bien pour cet endroit-là ou pour cet événement-là ou voilà. Mais parfois, à contrario, je dois faire des cartes de restaurant ou les cartes de la boutique, puisqu'on change aussi à la boutique nos créations avec les saisons, ça c'est important. Et puis il faut vraiment que je trouve des produits qui aillent aussi avec l'envie du moment, et puis à la fois la saison, pas décevoir nos clients. Il y a des clients aussi qui sont des habitués, qui veulent retrouver certaines créations, donc on a des choses qui sont on va dire intemporel. Voilà, je pense au flan marbré qu'on a créé, c'est pas un produit de saison, c'est un produit qu'on a toute l'année. C'est un marbrage entre un appareil à la vanille et un appareil noisette chocolat, donc c'est intersaison. Et puis c'est assez universel comme goût et saveur, donc tout le monde apprécie. Mais non, j'ai pas... Quand je crée quelque chose, c'est pas forcément que pour un espace, mais parfois c'est vrai, si on me dit il faut quelque chose pour la fête des mères, ou pour la Saint-Valentin, là, il faut quand même que ça ait du sens, quoi. Mais du coup, tu peux t'amuser, par exemple, comme avec la clémentine, à te dire, tiens, la clémentine, elle est tellement... Enfin, ce produit est exceptionnel, donc j'ai envie de le travailler sous différents aspects pour qu'il puisse être justement un peu partout. Et avoir, quand c'est la pleine saison, par exemple, je vais le décliner en petits gâteaux pour la boutique, je vais peut-être le décliner en dessert à l'assiette pour le restaurant gastronomique. Voilà, ça, c'est aussi ce que j'aime faire. Et puis... Après, c'est comme tout à chacun. Comme un peintre va plutôt aller sur certaines couleurs parce que lui, il apprécie certaines couleurs. Moi, il y a des produits que j'adore et que je vais plus travailler. Alors, parfois, j'aime aussi sortir des sentiers battus et de ma zone de confort et travailler des produits que j'aurais peut-être pas travaillé.
C'est important, hein. C'est pas que mes goûts à moi, c'est aussi le goût des clients et de nos convives, et c'est à eux que moi je veux faire vivre une expérience. Donc je me fie pas que à mes goûts, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup goûter. Donc je fais goûter à mon équipe, parce que moi j'ai une grosse équipe, hein. J'ai entre 27 et 30 pâtissiers tout le temps. Alors ils sont pas tout le temps présents, mais on est 9, entre 6 et 9 dans l'hôtel, tout le temps en présentiel, parce qu'on est ouvert tous les jours. On a beaucoup d'outlets, beaucoup de restaurants à servir tous les jours avec les chambres, etc. Et puis, on est ouvert de 4h30 du matin. La pâtisserie, elle ouvre à 4h pour les viennoiseries. Donc, il faut qu'à 6h, les gens aient leur viennoiserie fraîche pour le petit déjeuner, qui sont faites tous les jours. Et j'ai des équipes qui succèdent comme ça toute la journée, jusqu'à 1h du matin, où on ferme les derniers desserts du restaurant gastronomique. Donc, c'est pour ça que nous sommes nombreux, mais on n'est pas 30 tout le temps dans l'établissement en présentiel, puis on est ouvert tous les jours. Mais je fais beaucoup goûter à mon équipe, je les fais participer, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une très très belle équipe, avec des jeunes qui sont très motivés. Alors on me dit souvent, oui mais t'arrives peut-être pas du mal à recruter. En fait je leur dis non, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai pas de mal à recruter. La pâtisserie, c'est peut-être aussi un monde qui a le vent en poupe en ce moment. C'est un monde, être pâtissier, c'est pas toujours comme je vais le dire, mais c'est un peu à la mode. Alors il y a aussi, à contrario, un effet un peu négatif, c'est qu'il y a des gens qui veulent se reconvertir et faire de la pâtisserie. C'est très bien, mais il ne faut pas penser que c'est facile. C'est-à-dire, on ne devient pas pâtissier comme ça en 3 mois, et c'est un métier qui est difficile. Quand on a des reconversions avec des gens qui avaient des carrières avant, qui étaient travaillés dans des banques, qui étaient dans le médical et qui veulent se reconvertir, c'est pas si facile, c'est pas impossible, hein, c'est bien. Moi j'ai eu déjà un médecin par exemple qui est venu en stage et qui voulait faire de la reconversion, mais il faut accepter aussi de repartir de zéro, alors qu'on a peut-être déjà eu des acquis. Faut accepter aussi de se faire manager par des gens plus jeunes, et puis il faut accepter d'apprendre et de redécouvrir quelque chose qui est complètement nouveau, une matière qui est nouvelle, des sensations nouvelles, parce qu'on a un métier où on fait travailler tous nos sens. On fait travailler l'odorat, on en parlait tout à l'heure de ce qu'on peut sentir. On fait travailler l'ouïe aussi, parce que moi j'adore le jeu des textures, donc ça craque, ça croque, ça croustille, c'est mousseux, ça c'est super important. Le goût bien sûr, la vue, quand on voit, quand on sort d'un four, ou quand on dresse un dessert, ou quand on imagine un gâteau. Donc tous nos sens sont en éveil. C'est un métier qui est complet, mais c'est un métier qui est difficile aussi. Donc on ne devient pas pâtissier en 6 mois, ça c'est certain. Tu disais que des fois tu aimes bien sortir des sentiers battus pour créer des choses à partir d'ingrédients qui ne sont pas forcément tes ingrédients préférés à l'origine. Oui. Est-ce que du coup quand tu crées ce genre de dessert, ça te prend un peu plus de temps ? Parce que pas toujours. Pas toujours. Et c'est vrai que parfois on va batailler sur un dessert avec mes sous-chefs ou avec mon équipe, et puis on va goûter peut-être 10-15 fois parce qu'on aura fait 10 versions différentes et on n'aura pas trouvé. Et parfois c'est des choses simples. En ce moment on est en train de travailler sur un dessert à la fraise. Donc on a décidé de faire quelque chose avec de la meringue, de la crème, quelque chose de très... un peu comme une pavlova, mais un peu revisité. C'est pour un dessert à l'assiette pour le restaurant gastronomique. Et on rajoute de la riquette. Donc la riquette, c'est un peu comme la roquette, mais c'est un peu plus intense, un peu plus poivré, un peu plus moutardé. Les pousses sont plus petites. Et en fait, ça pourrait paraître simple, un dessert à la fraise, mais là, ça fait la 4e version qu'on sort, et je suis persuadé qu'on a le bon sens. Donc, et puis parfois... je me souviens, cet été, on a sorti un dessert céleri framboise. Alors là, on peut pas... ça sort de l'ordinaire. C'était aussi pour le restaurant gastronomique. Mais en fait, au final, on n'a pas mis tant de temps que ça à travailler le céleri et la framboise. On a fait une huile de céleri, on a fait un petit jus de céleri branche, et qui apporte ce côté herbacé à la framboise. L'acidité et le côté gourmand de la framboise, on le retrouve aussi, mais c'est un dessert qui est complet, qui est surprenant. Alors la dominante, bien sûr, c'est pas le céleri. La saveur dominante, c'est la framboise. Le céleri est là pour accompagner la framboise, parce qu'un dessert tout au céleri, c'est un peu rebutant aussi. C'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Et puis même le céleri, ça fait pas l'unanimité. Hein. Les gens, quand vous leur dites on va manger quelque chose au céleri, petite fille, vous leur dites on va manger une purée de céleri, elles font la grimace. Quoi. Donc non, mais c'est intéressant aussi de sortir de ces sentiers battus, parfois de mettre des légumes, parfois de mettre des choses, sans partir non plus dans des choses complètement tarabiscotées. Donc moi j'aime faire ça.
Mais je m'aventurais pas dans un pot de poulet. Non, mais on peut se permettre de faire plein de choses. J'ai déjà fait des glaces avec des champignons, avec de la morille, mais voilà, il faut savoir pourquoi on le fait. Est-ce que c'est un événement exceptionnel ? Est-ce que c'est un plat unique ? Il faut pas non plus aller vers des choses trop complexes. Et quand c'est trop compliqué, généralement, on comprend pas. Et quand on comprend pas, on n'a pas de plaisir. Oui, l'idée, c'est pas d'ajouter ce genre de produit un petit peu qui sortent justement de l'ordinaire, simplement pour faire un effet... Oui, un effet original. Oui, c'est ça. Voilà. Faut vraiment que ça ait du sens dans le dessert. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens, et pas que dans le visuel. Il faut que ça ait du sens surtout dans le goût et dans les émotions que ça va procurer. Et puis, il faut doser. C'est-à-dire que, là, le céleri framboise, on met un tout petit peu de céleri et on met beaucoup de framboise. Si on fait l'inverse, on n'a pas du tout la même sensation, on n'a pas du tout la même émotion, le ressenti est différent. Comment on fait ressentir une émotion avec un dessert ? Parce que comme c'est l'objectif de tout dessert, de dire on va faire ressentir une émotion aux gens à la dégustation. Oui, et c'est mon but en tant que chef pâtissier aujourd'hui avec mon équipe. Notre but, c'est de faire vivre des émotions pour que les gens aient du plaisir à la dégustation de nos desserts. Parce que si vous avez du plaisir, vous êtes satisfait. Si vous êtes satisfait, vous revenez. Et puis vous êtes plutôt très content. Et donc vous avez une joie, et vous aimez aussi la communiquer aux autres. Je suis allé là-bas, les desserts c'était magnifique, c'était super bon, donc c'est plutôt notre mission. Comment on fait vivre des émotions ? C'est pas forcément c'est comme si vous disiez à un musicien comment vous faites pour faire vivre des émotions à ceux qui vous écoutent ou ceux qui aiment votre musique. C'est facile parce que la pâtisserie, c'est déjà une émotion. Le sucré, c'est déjà quelque chose qui appelle la douceur, qui évoque le bien-être, en tout cas la sensation de bien-être quand on le consomme. Alors, il faut faire attention aussi parce qu'il ne faut pas manger non plus trop de sucre. Parce que l'idée, nous, c'est pas que les clients mangent des desserts toute la journée, mais c'est plutôt que ce soit un moment privilégié et que quand ils viennent, ils aient une impression d'avoir mangé le dessert qu'ils n'oublieront jamais. Mais comment on fait vivre des émotions ? Alors déjà, c'est à travers les saveurs qu'on a choisies, le mariage des saveurs. Donc ça, c'est la première chose à laquelle moi je fais attention quand on crée. Donc c'est la saveur, ça va être le fruit, le chocolat qu'on a choisi, donc le sourcing, ça c'est très important. Le mariage donc de cette saveur avec autre chose, ça peut être 2, 3 saveurs, mais il ne faut pas trop non plus multiplier les saveurs. C'est comme si je vous donne un chocolat et dedans je vous dis j'ai mis du yuzu, de l'ananas, du pamplemousse et de la menthe. Vous allez me dire je sens plus rien, en fait, je reconnais plus rien. Donc il ne faut pas non plus partir trop loin dans les saveurs. Et puis très très important dans les émotions aujourd'hui, c'est les textures. On a longtemps négligé les textures, surtout en pâtisserie où on faisait des entremets avec des mousses qui étaient coincées dans une autre mousse, avec une mousse au milieu, une mousse sur le côté, un biscuit moelleux, tout était mousseux en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de sensations, beaucoup d'émotions passent par les textures. Et on s'en aperçoit parce que quand vous dégustez, vous faites un apéritif avec des amis, vous dégustez des chips ou des crackers, pourquoi vous n'arrêtez pas d'en manger ? Parce qu'en fait, cette espèce de croustillant qui vient vous envahir, c'est une sensation qu'on a envie d'en manger encore, c'est addictif. Et dans un dessert, si je vous mets une tarte chocolat avec à l'intérieur une ganache très très moelleuse, une mousse au chocolat très mousseuse, un craquant parce qu'on a glissé une feuille de chocolat au milieu, donc ça craque, la pâte sablée sur le côté qui est avec un peu de fleur de sel qui est croustillante, un peu sablée, qui s'effrite, il y a des choses qui se passent. Il y a une émotion, il y a un plaisir à déguster et à manger, et c'est ça qu'on recherche. Donc comment on fait passer des émotions ? On fait passer des émotions avec les saveurs et les textures. Alors bien sûr, il y a le visuel, mais moi je dirais, si je devais donner un ordre, c'est d'abord le goût, les textures, et en dernier le visuel. Alors il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est pas parce que c'est beau que c'est bon. Et ça, on le sait, parce que quand on mange un dessert maison de sa grand-mère ou de sa maman, c'est pas forcément toujours très esthétique, mais ça peut être très très bon. Effectivement, et déjà rien que d'en parler sur la description de cette tarte avec les textures, c'est vrai que juste imaginer les textures, ça, je trouve ça donne justement, ça donne envie, fait quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, quand est-ce que, selon toi, justement, sur toute pas la finalité du processus créatif, mais si presque, c'est à quel moment est-ce que
tu considères qu'un dessert est prêt. Tu vois, et où du coup là t'es satisfait d'une. Alors déjà, pour qu'un dessert soit prêt, il faut qu'on soit allé au bout de l'idée. Ouais. Il faut aussi que ce qu'on annonce dans le dessert, c'est-à-dire si on fait un dessert à la pomme, il faut que ça sente la pomme déjà. Donc ça, c'est des choses auxquelles je déroge pas. Un dessert est prêt aussi, c'est quand il fait l'unanimité. Parfois, il le fait pas chez tous, mais il faut quand même que, quand je disais tout à l'heure qu'on je le fais goûter à mon équipe, je fais goûter à mes équipes, mes sous-chefs, je fais goûter aussi au chef exécutif de l'hôtel. Et puis parfois, je prends quelqu'un qui a pas du tout, qui fait pas partie du processus de création, ou qui est pas un professionnel, et je lui dis voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que, alors des fois c'est ma femme, parfois ça peut être mes enfants aussi, mais j'aime bien avoir l'avis de quelqu'un qui est pas professionnel et qui a pas du tout participé à l'élaboration du dessert, parce que vous avez un avis qui est un peu biaisé quand ça fait 3 semaines que vous travaillez sur le dessert, vous avez vu peut-être 10 versions. Quand on arrive à la version finale, vous dites là je sais plus trop quoi penser, quoi. Donc c'est bien aussi d'avoir des avis. Le dessert est prêt, je pense, quand il est un dessert pour moi qui est prêt, c'est pas un dessert qui est bon, c'est un dessert qui est excellent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit très riche en émotions. Il faut qu'il y ait une émotion gustative qui soit haute. Si il y a une émotion qui est moyenne, on vous dit oui c'est bon, mais sans plus, pour moi on n'est pas allé au bout. Il y a encore du travail. Donc voilà, il faut encore faire de la recherche, ou peut-être qu'il faut abandonner et partir sur une autre idée. Ça nous est déjà arrivé de garder des desserts et de se dire là on n'est pas arrivé, donc on va pas mettre ce dessert là parce qu'il est pas au top. Ouais. Donc on le retravaillera plus tard, ou peut-être qu'on n'a pas pris la bonne piste dès le départ. Est-ce qu'il y en a par exemple en cours où justement le résultat n'était pas à la hauteur de vos espérances, et du coup là ça reste dans un coin de la tête? Alors, en se disant celui-là... Ça va paraître un peu étrange, mais il y a là on est en train de travailler sur une viennoiserie, donc comme on fait aussi des viennoiseries à l'hôtel, et ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur un chausson aux pommes, et en fait le résultat me convient jamais. C'est-à-dire que c'est soit trop feuilleté, soit pas assez feuilleté, soit c'est vide à l'intérieur, il n'y a pas assez de pommes, soit la compote de pommes, moi je veux qu'elle ait un peu des morceaux, et du coup je la trouve trop lisse, je trouve que c'est pas... Et c'est un produit qui est tout simple, mais chausson aux pommes, un bon chausson aux pommes c'est très bon, mais voilà, c'est pas si simple que ça, parce que une bonne compote, déjà il faut choisir, est-ce qu'on mixe, ou est-ce qu'on met des morceaux de pommes? Nous on a choisi de mettre les deux. Donc on fait une compote qu'on mixe, et on va rajouter des petits morceaux de pommes poêlés dedans pour encore plus de saveur. Souvent aussi on a un problème à la cuisson, c'est-à-dire que ça détrempe un petit peu la pâte, et on a une mauvaise cuisson. Donc le feuilletage ou la pâte qu'on a utilisée, là on utilise une pâte à croissant et pas cuite comme il faut. Parfois aussi ça sort, donc ça s'échappe du... Donc voilà, il y a tout ça, ce processus. Et là, nous, c'était pas prêt. À chaque fois que je le coupais, je voyais que c'était pas assez garni aussi. J'avais cette impression de vide à l'intérieur. Donc on est en train de faire en sorte de le garnir. On en met à l'intérieur des pommes et des morceaux, mais on le regarnit en fin de cuisson pour avoir quelque chose de plus généreux. Parce que moi, voilà, un chausson aux pommes, pour moi, quand on doit le manger, il faut qu'en fait, on ait l'impression de faire attention, parce que si on fait pas attention, ça sort. Ouais. Il faut que ce soit généreux, quoi. Sinon, s'il n'y a pas de compote à l'intérieur, ou que s'il n'y a pas de garniture, pour moi, c'est pas un vrai chausson aux pommes. Et que le feuilleté, il faut qu'il soit assez incroyable aussi. Il faut que ce soit très friable. Il faut qu'il y en ait un croustillant. Et ça paraît bête comme ça, mais voilà, faire un bon chausson aux pommes, c'est du travail. C'est du travail, parce qu'une pâte feuilletée, on va y passer du temps. Nous, quand on a fait nos galettes, on a fait une pâte feuilletée inversée. Donc c'est des pâtes feuilletées qui, au lieu de mettre le beurre, on met la détrempe au milieu, et en fait, on étale avec le beurre. Un beurre manié qu'on a mélangé avec un tout petit peu de farine, et c'est un feuilletage qui pousse avec plus de régularité, mais voilà, quand on met des tours, parfois entre chaque tour il y a 8 heures, donc ça prend du temps, et on s'aperçoit pas quand on a le produit final entre les mains, ou quand on le déguste en 3 minutes ou en 6 minutes, le chausson aux pommes il est dévoré, que y a des gens derrière qui ont passé énormément de temps à faire la pâte, à faire des essais, à faire le produit. Mais c'est ce qui fait aussi la magie de notre métier. On a des produits qui sont éphémères, qui durent pas.
mais qu'on est capable de refaire, bien sûr. Mais c'est ça aussi, c'est que le plaisir, il est intense, mais il est d'une courte durée, en fait. Le dessert et c'est disparaît. pour ça qu'il est plus intense. Et c'est pour ça qu'il est plus intense, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, je trouve effectivement, où la pâtisserie, on peut passer des heures et des heures et des heures à faire un seul dessert. Complètement. Pour qu'en fait, on le déguste en très peu de temps. Mais je pense que c'est un métier aussi de partage, c'est-à-dire que c'est comme c'est comme la cuisine, mais c'est comme quand vous cuisinez ou vous pâtissez à la maison. C'est avant tout pour faire plaisir aux autres. Oui. Et c'est pour leur faire vivre un moment de plaisir, un moment d'émotion. Même si vous faites un cake à la maison, c'est peut-être pour faire plaisir à vos enfants ou à vos invités ou à votre moitié. Et c'est ça qui est magique dans ce métier, c'est que vous savez que quand vous faites ce que vous faites, c'est pas forcément que pour vous, c'est aussi pour donner du plaisir à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu la magie de ce métier, c'est-à-dire que on va vendre un peu du rêve, quoi. On va vendre du rêve. Exactement. Ça représente quoi justement pour toi la pâtisserie ? Aujourd'hui, je dirais, ça représente quoi ? C'est un métier d'artisan, et c'est un métier qui représente aussi l'artisanat français, le savoir-faire français. Je vais être un peu chauvin, mais la pâtisserie, c'est beaucoup la pâtisserie française. On est quand même à la base de beaucoup de pâtisseries, et il y a beaucoup de classiques de la pâtisserie qui sont des pâtisseries françaises, même s'il y a d'autres pâtisseries dans le monde qui sont bonnes et reconnues, mais en France, on a ce savoir-faire aussi, pas que de la cuisine, de la pâtisserie en général. Il y a beaucoup de bases, de crèmes de base, de produits de base en pâtisserie qu'on utilise qui sont issus de la pâtisserie française. Donc ça représente un savoir-faire déjà, je pense. Moi, ça représente mon métier aujourd'hui. Quelque chose pour lequel je me suis beaucoup investi, dédié, que je continue à transmettre. C'est du plaisir. Je pense que c'est aussi beaucoup de plaisir. On prend du plaisir à la faire, la pâtisserie. On prend du plaisir à l'imaginer. Et on prend autant de plaisir à la déguster. Moi, j'ai plus de plaisir à déguster la pâtisserie de quelqu'un d'autre que la mienne, même si c'est une pâtisserie toute simple. Moi, si ma femme, elle me fait une tarte aux pommes, je suis le plus heureux, même si c'est très simple. C'est pas parce que je suis pâtissier de métier que je vais aimer que les grands gâteaux ou les grandes choses. J'apprécie vraiment les choses très simples, comme un chausson aux pommes. Mais voilà, je pense que c'est un métier de passion aussi. Ça représente aussi pour moi une passion avant toute chose, parce qu'on fait pas ce métier, pour l'argent ni pour le confort, parce que c'est pas les premières choses qui viennent, ni l'argent ni le confort. On fait ce métier parce qu'on aime travailler les produits, parce qu'on aime manger, je pense aussi. On aime déguster, on aime la gourmandise. Je pense que c'est un métier gourmand, c'est un métier de passion, c'est un métier de savoir-faire à la française. Et c'est un métier aussi qui rend heureux. Alors c'est un métier qui vous prend beaucoup de temps, mais c'est un métier qui vous apporte de la rigueur, qui vous apporte de l'organisation, parce que si vous ne l'êtes pas, vous ne pouvez pas faire ce métier, c'est sûr. Surtout en gérant une grosse équipe dans des gros établissements comme le nôtre. Et moi, c'est un métier qui m'a beaucoup appris, et c'est un métier qui m'a beaucoup apporté. Voilà. Quel conseil justement est-ce que tu donnerais au Mathieu qui commence dans ce métier-là, tu vois, avec du recul? Alors, je pense que tous les pâtissiers s'appellent pas Mathieu, j'espère en tout cas, sinon on aurait des problèmes. Mais aux apprentis en tout cas, puisque nous on en a, moi j'en ai 4 dans mon équipe, et on continue à former, que ce soit des stagiaires ou des apprentis, même des personnes qui viennent de l'étranger. On a quand même de plus en plus de gens. Ça fait très longtemps qu'on a des étrangers qui s'intéressent à la pâtisserie, et c'est pour ça aussi qu'il y en a qui sont très forts maintenant en pâtisserie, même du côté de l'Asie. Voilà, les Japonais maintenant ils font de la pâtisserie qui est remarquable. Qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je dirais qu'il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas brûler les étapes, et on ne devient pas chef en 2 ans, on ne devient pas un pâtissier en 6 mois, et tout ça, ça prend du temps. Moi-même j'apprends encore, et la pâtisserie c'est un métier qui évolue. La pâtisserie que j'ai appris il y a 15 ans, c'est plus la même qu'aujourd'hui, et cette évolution là il faut la suivre. C'est-à-dire que on dit on est pâtissier, oui, mais si on ne se tient pas informé de ce qui se passe, des produits, des saisons, de l'évolution du goût aussi, la carrière, elle est pas complète, quoi. Et puis aujourd'hui, nous, on a aussi cette mission avec une clientèle internationale. On a beaucoup aussi d'Américains chez nous.
on a des gens du Moyen-Orient, on a des gens qui viennent d'Asie, qui ont des goûts aussi différents. Donc il faut savoir parfois s'adapter quand on fait des banquets avec des nationalités différentes, avec des gens qui ont des cultures différentes. Il faut savoir s'adapter. Aujourd'hui, on fait une pâtisserie qui est moins sucrée de plus en plus. Oui. On fait une pâtisserie qui est moins grasse qu'avant aussi. On met beaucoup moins d'alcool aussi, quasiment pas. Moi, j'ai très peu de création avec de l'alcool. Avant, on en mettait de partout. On ponchait tous les biscuits, on mettait du kirsch, on mettait du rhum. C'était aussi pour la conservation des produits et puis pour les saveurs. Aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire. Moi, j'utilise beaucoup le thé, j'utilise beaucoup les épices, j'utilise les herbes, des très bons fruits, du très bon chocolat. Donc, il y a tout ça. Mais je pense qu'il faut, voilà, pour commencer, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut aller doucement. Il faut être persévérant parce que aussi c'est un métier qui est difficile au début. Hein. Au début, on a l'impression qu'on rate tout, qu'on réussit rien. C'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. Donc il faut noter les recettes, parfois ça marche pas, à 10 minutes près au four, c'est raté. Et c'est un métier de patience. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une ganache réussie en une demi-heure, il faut attendre que la cristallisation du chocolat se fasse. C'est un métier où il faut de repos quand on fait une pâte à tarte, parce que si on fait une pâte à tarte et qu'on veut trop vite l'étaler, les bords vont tomber ou elle va se rétrécir à la cuisson. Donc c'est un métier de patience et souvent on est impatient parce qu'on a vite envie de cuire ou vite envie de voir le résultat et on ne prend pas le temps. Et en fait le secret c'est vraiment de prendre le temps pour tout. Je parlais du feuilletage tout à l'heure. Nous notre feuilletage on le fait sur 3 jours. Voilà. On pourrait le faire en 3 heures. On n'aurait pas du tout le même résultat. Donc on apprend à être patient dans ce métier. C'est quoi d'ailleurs le dernier grand apprentissage qui t'a vraiment marqué? Parce que tu dis on apprend tous les jours et c'est ça qui est beau. Mais du coup la dernière chose tu vois qui vraiment t'a marqué Je pense que déjà je continue à apprendre aussi de mon équipe, même parfois de gens qui sont beaucoup moins âgés, qui ont moins d'expérience que moi parce qu'il y a des gens qui viennent de tout horizon. Et j'aime ça aussi, j'aime que quelqu'un me dise, voilà, un commis qui me dit, chef, j'ai une super recette de ganache ou de mousse, j'aimerais bien vous faire goûter. Je dis, vas-y, on l'a fait, on la transforme, on l'utilise, on regarde ce qu'on peut faire avec. Moi, ça me passionne. Mais qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Je pense que c'est le travail qu'on fait sur les infusions. Voilà, on fait beaucoup de travail sur les infusions et c'est pas que quand on parle infusion, on pense au thé de grand-mère, mais l'infusion, c'est quoi? C'est juste l'idée de faire passer une saveur dans un liquide. Mais tout le travail qu'on fait sur les infusions ici, je me suis pendant longtemps demandé pourquoi on avait des process différents, mais en fait, il faut s'adapter. La vanille, par exemple, on fait infuser la vanille à chaud. Après, on la met sous vide ou on la met en casserole et on la laisse encore infuser pendant toute une nuit. Et ce travail-là, moi, il me marque parce que quand on infuse un thé, par exemple, j'ai été voir quelqu'un qui source des thés et qui est reconnu dans ce métier-là aussi, dans le domaine du thé, et qui m'a montré qu'on pouvait faire des infusions à froid. C'est-à-dire qu'un thé pouvait très bien s'infuser à froid. Et aujourd'hui, en pâtisserie, on utilise des infusions à froid. Vous voulez faire une chantilly au café. Ouais. Au lieu de faire bouillir votre café, enfin votre crème et mettre votre café, vous faites tout à froid. Vous laissez les grains de café torréfiés dans la crème à froid pendant 12 heures, même 24 heures. Il n'y a pas de couleur, très peu. Vous allez avoir tous les arômes du café qui sont passés, mais c'est des arômes qui sont, on va dire, moins intenses. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de développement d'amertume. Et pourtant, quand vous passez cette crème pour enlever les grains de café et vous la montez en chantilly, vous avez quelque chose qui est c'est un trésor, quoi. C'est complètement différent du café qu'on boit et on a fait passer ces arômes dans la crème, dans la matière grasse de la crème, et on a une chantilly café qui est douce, qui est légère, qui est onctueuse, c'est un plaisir. Donc je pense que ce qui me marque aujourd'hui, c'est tout ce travail qu'on fait aussi beaucoup sur les infusions, sur les thés, les épices, les herbes, parce qu'on en utilise beaucoup. Et j'aime faire ça. Profondément, j'aime faire ça. Les infusions à froid, je pense que justement, le jour où j'ai découvert ça, ça a changé. Le café infusé à froid, c'est incroyable, justement. Ah oui, complètement. Ça change complètement l'aspect d'un dessert au café, quoi. Tout à fait. Et hier, alors je fais des ateliers aussi à Butterfly, et hier on avait un atelier thé et chocolat. Alors j'ai fait quelque chose qui a surpris les gens, c'est qu'en fait je leur ai proposé une infusion de fèves de cacao. Donc en fait j'ai juste torréfié les fèves et je les ai fait infuser dans de l'eau chaude, comme on aurait fait infuser un thé.
Alors pas trop longtemps pour pas développer trop d'amertume. Et je leur ai servi cette boisson, en fait, qui n'est ni plus ni moins que de l'eau infusée avec des fèves de cacao torréfiées dedans. On a retiré les fèves, bien sûr. Et on avait cette eau qui avait une couleur un peu ocre, un peu trouble, mais qui avait le goût du chocolat, plutôt du cacao, qui n'avait pas du tout l'aspect chocolat chaud qu'on connaît avec le lait, la matière grasse du chocolat, puisqu'on sait que dans le chocolat, c'est riche en beurre de cacao. Là, on avait vraiment la saveur dans l'eau, sans sucre et sans matière grasse. Et je trouve que c'est un beau produit. Je trouve que c'est une bonne façon de découvrir des ingrédients sous un nouveau jour, ce genre de choses. Ouais. À travers une infusion toute simple. Merci beaucoup. Pour terminer, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, t'étais un de tes desserts, tu serais lequel ? Alors, je pense que je serais une tarte au citron. On a une tarte au citron avec de la main de Bouddha, un peu de citron caviar qui est juste magique. Moi, c'est mon dessert préféré, mais je pense que je serais une tarte au citron. C'est sûr. Si on parle un petit peu de ce dessert, là, à ce moment-là, c'était la main... Du coup, l'ingrédient principal, c'était la main de Bouddha. Non, c'est le citron. On a mis un peu de main de Bouddha pour accompagner, qui est en fait de la famille des cédras, et qui a plus un goût de citron bonbon, le cédra. Donc il y a pas du tout, il y a très peu d'acidité, mais il vient accompagner en fait le citron pour lequel on a gardé une crème citron classique. Et d'ailleurs dans cette tarte au citron, on met du citron vert, du citron jaune, de la main de Bouddha et du citron caviar. Donc plein de citrons différents. Il y a plein de citrons différents pour avoir des émotions différentes avec des saveurs différentes. Et découvrir découvrir plein de citrons différents. Mais ça reste une tarte citron, mais il y a un peu d'originalité. C'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée ? C'est pas une question facile. La dernière saveur que j'ai découverte, je pense que c'est un thé. Et c'est un thé blanc. Voilà, c'est un thé blanc avec très peu d'oxydation, et c'est un thé blanc qu'on a marié avec des fraises. Donc on a fait une glace avec ce thé et on l'a marié avec des fraises. Je pense que ce qui est surprenant, c'est que comme dans beaucoup de choses, dans le thé ou dans le café ou même dans le chocolat, on a ces intensités différentes avec des saveurs différentes, même pour un même produit. Et moi, ça me passionne. Vraiment, on peut avoir un thé vert, on peut avoir un chocolat au lait, on peut avoir un chocolat... maintenant, on a des dark milk qui sont des chocolats au lait, mais plus intenses, avec un pourcentage de cacao qui est beaucoup plus élevé. Moi, j'aime cette diversité, en fait. Et j'aime aller chercher le chocolat que je veux pour la création. Et ça, c'est important. J'ai pas d'attache, c'est-à-dire que j'ai pas un chocolat préféré. Je vais vraiment aller choisir le produit pour la création. C'est quoi l'ingrédient dont tu ne pourrais plus te passer ? Alors ça, c'est facile pour moi, c'est le citron. Ah oui. J'en mets partout. Je pense que le citron, c'est un exhausteur. Déjà parce que j'aime les acides, mais le citron, c'est magnifique parce qu'on utilise le jus, on utilise l'écorce de citron, on utilise le zeste, on confie les écorces, on peut cristalliser les zestes, on peut mettre un tout petit peu, quelques gouttes de jus de citron dans une purée de fraises, et en fait la purée de fraises, elle se redécouvre, il y a quelque chose qui se passe, elle est sublimée. C'est un produit qui empêche l'oxydation de certains fruits. Et en fait, parfois, moi j'utilise le citron comme un condiment. Alors parfois, non, parce que c'est vraiment l'ingrédient principal, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mes créations où il n'y a pas de citron. Et on ne le devine pas, parce que ça rentre dans la composition, donc il peut y avoir jus des zestes ou un tout petit peu de jus à un moment. Une tarte aux poires, vous le savez pas, mais peut-être j'ai mis un petit peu de jus dans la poire pour casser un peu cette rondeur et pour laisser s'échapper les arômes. Alors on le devine pas, mais s'il y était pas, il manquerait. C'est quoi le dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé ? Dans le sens où quand tu l'as vu, tu t'es dit waouh, incroyable cette idée, j'aurais bien aimé avoir la même. Alors c'est pas simple, mais je pense que j'aime beaucoup, j'en ai pas une en particulier, mais j'aime beaucoup les trompe-l'œil, mais pas sur les fruits, plutôt les trompe-l'œil
qui font l'illusion d'un gâteau ou d'un dessert, par exemple d'une brioche, d'une madeleine, une brioche à tête, ou voilà. Bon, on va pas parler des grands pâtissiers, mais il y en a plein. Il y a Cédric Grolet, il y a François Perret qui fait ça. Il y a plein de pâtissiers qui font des trompe-l'œil, mais je trouve que le trompe-l'œil sur un produit, en fait, on s'attend à avoir une pâtisserie, mais en fait, c'est pas cette pâtisserie-là qu'on a. On a autre chose qui est caché derrière ce trompe-l'œil. Donc c'est encore mieux qu'un fruit. On croit qu'on va manger, je sais pas moi, une brioche ou un cookie. Et en fait, c'est pas ça. C'est autre chose. Et ça, c'est vrai que je trouve que l'idée, elle est formidable parce que on se sent un peu trompé. Hein. C'est un peu l'idée. On est un peu trahi par le visuel. Mais je trouve que c'est une bonne surprise. Et je trouve que c'est agréable d'avoir cette surprise-là. Alors, il faut que ce soit bon, hein, bien sûr, il faut que ce soit bien fait. Mais je trouve que j'aurais aimé avoir l'idée, mais c'est pas c'est pas ce que j'aime faire, en tout cas, le trompe-l'œil. Mais je suis admiratif, en tout cas, de ça, parce que je trouve que ça marche bien. C'est quoi ton péché mignon ? Alors, mon péché mignon, j'en ai plusieurs. Hein. J'adore les pâtes. Donc c'est pas de la pâtisserie, hein, mais j'aime les pâtes parce que je trouve que les pâtes, on peut en faire tout ce qu'on veut. Et on peut les manger quand on veut. C'est quelque chose qui est rapide, c'est quelque chose qui fait toujours plaisir. Mais sinon, je pense que un petit carreau de chocolat avec le café, je pense que j'aurais du mal à refuser. Et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à 4 mains qui aurait des saveurs assez inattendues ? Oui, j'ai un de mes collègues avec qui on a une histoire, puisqu'on a commencé à travailler ensemble chez Pierre Gagnère, qui s'appelle Sébastien Vauxion, qui travaille à Courchevel au K2 et qui est chef là-bas. J'adore ce qu'il fait, et c'est vrai qu'on s'entend très très bien, mais on n'a jamais créé quelque chose ensemble, et ça pourrait être envisageable, et j'aimerais bien créer avec lui, tout à fait. Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt clémentine ou citron ? Alors, ce sera citron. Mais j'aime les deux. Hein. J'avoue que j'aime les deux. Mais je pense que le citron est plus passe-partout que la clémentine. Et puis, de toute façon, j'aime le citron, donc il n'y a pas à chercher. C'est comme ça, c'est tout. Herbe ou épice ? Ça, c'est plus dur pour moi. Alors, je dirais herbe. Parce que moi, j'ai été élevé aussi à la montagne, dans les Alpes, donc on est plus herbe qu'épices, mais j'aime profondément les épices pour tout ce qu'elles peuvent apporter aussi, mais elles viennent de plus loin. Donc je pense que moi, je suis plus herbe parce que voilà, la menthe, la verveine, tout ce qui pousse comme ça, les petites herbes, même le basilic ou toutes ces herbes-là, moi, je les connais. Le thym citron que j'aime beaucoup, même des herbes sauvages, ça me parle beaucoup. Donc ça sera plus herbe. Et laquelle en particulier ? Si on devait en garder qu'une seule pour... Alors ça va faire rire certaines personnes, je pense. Surtout mon adjoint. Je vais dire le serpolet, qui est de la famille du thym, mais qui fait des petites fleurs violacées. Et c'est un thym citron, mais sauvage, qui pousse en montagne. Et j'adore. C'est vraiment quelque chose qui me rappelle aussi mon enfance, qui me rappelle peut-être la montagne, cette odeur, même quand on s'assoit ou quand on s'allonge dans l'herbe, on sent cette odeur. Donc le serpolet, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Saveur d'été ou saveur d'hiver ? Hiver. Ah bah oui, les agrumes. Hiver, pas que pour les agrumes, parce que mon fruit préféré, c'est la pomme. Alors la pomme, c'est plutôt l'automne. La cueillette, on va dire, la récolte, mais ça continue. J'adore travailler le coin, j'adore travailler la poire, et ce sont des produits d'hiver. Alors, ça ne veut pas dire que je suis contre les produits d'été, mais les produits de l'été, c'est facile. La fraise, la pêche, l'abricot, voilà, c'est plus facile, et j'ai une attirance particulière pour cette saison automne-hiver. Bûche ou galette ? Bûche. Bûche, pourquoi ? Parce que... alors, vraie bûche, hein, attention, pas des bûches qui n'en sont pas. Parce que les galettes, je trouve qu'on est capable de manger 3 parts de bûche, 3 parts de galettes... Au bout d'un moment... Ouais, c'est pas évident.
Et en fait, la galette, même si j'aime les faire, je sais pas, je suis moins séduit par... et c'est plus technique, hein, la galette, hein, parce que la bûche, on s'imagine pas, mais même si c'est un produit où il y a parfois la galette deux éléments, le feuilletage et la frangipane, en fait, c'est très technique. C'est très technique. Et puis, voilà, j'en mangerai pas toute l'année, j'en mangerai pas plusieurs parts, mais la bûche, pourquoi pas. Et enfin, ta tarte rhubarbe amande ou celle justement citron main de Bouddha? Alors là, c'est encore une question difficile parce que j'adore la rhubarbe. Pourquoi j'aime la rhubarbe? Parce qu'il y a ce côté acide. Donc là, on a 2 produits acides. Mais je dirais quand même citron main de Bouddha. Merci beaucoup. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit un ingrédient à tester, une recette à refaire, ce que tu veux. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Alors moi, je te lance le défi de faire des œufs à la neige à la maison. Parfait, ça fait la boucle est bouclée avec le début de l'épisode. Et qui est-ce que tu as envie qu'il soit le prochain ou la prochaine invitée derrière ce micro? Eh bien, pourquoi pas Sébastien Vauxion, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un grand chef également et que j'apprécie beaucoup, et qui est aujourd'hui le seul chef pâtissier à avoir un restaurant étoilé. Donc, pourquoi pas faire un podcast avec lui, oui. J'aimerais bien. Écoute, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. C'était un plaisir pour moi de participer. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode? Moi, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est prenez du plaisir en créant de la pâtisserie chez vous et ne vous laissez pas de limite à la maison. Hier, par exemple, je parlais de thé. On peut très bien mixer du thé et l'incorporer dans sa pâte à tarte. Donc, il faut pas hésiter à aller sortir un peu des sentiers battus et à faire des créations maison. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Aurora Storari. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!